Sisteron, été 1617. En cette fin de journée du 14 juillet, la population est réunie sur les aires publiques. On foule le grain. Toute la ville agricole est dehors, comme chaque été, occupée aux travaux de la récolte. Depuis des années, les habitants vivent sous une pression fiscale constante. Les impôts se multiplient. Le royaume est en difficulté financière et les communautés doivent payer. Sisteron, ville de passage entre Provence et Dauphiné, est particulièrement sollicitée. Ce jour-là, une rumeur se répand soudain. 2 commissaires envoyés par le roi arrivent en ville. Ils sont chargés d'établir un nouvel impôt, la traite foraine. Cet impôt vise les marchandises qui entrent et sortent de la ville. Il frappe les échanges, le commerce, les marchés. Pour une population déjà accablée de taxes, c'est une charge de trop. Un mot nouveau circule. Mal compris, mais immédiatement redouté. La colère monte. Les 2 représentants du pouvoir royal arrivent depuis Serres. Ils ont déjà rempli leur mission ailleurs, sans rencontrer de résistance. Ils avancent lentement, fatigués par la chaleur de l'été, sans se douter de ce qui les attend. La rumeur devient agitation. Hommes, femmes s'échauffent, s'attroupent près de la porte de la sonnerie. La foule grossit de plus en plus. Quand les envoyés du roi apparaissent, les cris éclatent. Les huées deviennent violences. Des pierres sont lancées. Les 2 hommes tentent de fuir à travers la ville. Ils traversent la rue Sonnerie en courant et se réfugient dans une auberge, près de la Fontaine Ronde. À l'intérieur, on barricade portes et fenêtres. Les portes sont brisées. L'un des commissaires tente de s'échapper par une fenêtre. Il est immédiatement saisi. Battu, piétiné, dépouillé. Il est traîné jusqu'à la Fontaine Ronde. Là, dans un cloaque situé sous la fontaine, il est jeté dans la boue. Il ne survivra pas. L'autre parvient à s'échapper. Il fuit vers le château et échappe au massacre. Les consuls de la ville, arrivés tardivement, ne s'opposent pas à la population. Ils seront même accusés d'avoir soutenu la révolte. La nuit tombe sur Sisteron, mais la ville ne se calme pas. Les habitants montent la garde. La ville entière se prépare à résister. Elle s'arme. Des gardes sont postés aux portes. Des patrouilles parcourent les rues. La peur d'une répression s'installe. Mais la riposte royale ne tardera pas. Pendant plusieurs semaines, une enquête est menée. Des témoignages sont recueillis. Des responsabilités sont établies. Certains habitants prennent la fuite, d'autres sont arrêtés. 6 semaines après l'émeute, la justice royale rend son arrêt. Les sentences sont nombreuses. Plusieurs condamnés sont pendus publiquement sur la grande place. Leurs corps restent exposés au gibet. Puis, selon la sentence, leurs têtes sont tranchées et placées sur les portes de la ville, visibles de tous. D'autres subissent la sentence de la roue. Les membres sont brisés. Puis les corps sont installés vivants sur une roue dressée en place publique. Il est interdit de leur porter assistance. La mort doit être lente, visible, dissuasive. Pour certains fugitifs, la justice frappe malgré l'absence. Ils sont condamnés par contumace. Le jugement ordonne que leur tête soit exposée au sommet de la tour de l'horloge, le point le plus haut de la ville, pour rappeler la faute jour et nuit. Un condamné est pendu, puis brûlé.
Son corps est livré aux flammes, afin que le feu efface jusqu'à son existence. D'autres sont fouettés, marqués au fer, envoyés aux galères ou bannis à perpétuité, les biens confisqués, les familles ruinées. La ville de Sisteron elle-même est punie. Elle est désarmée, condamnée à une lourde amende. Certaines maisons sont rasées. Des monuments d'infamie sont ordonnés pour rappeler à jamais la faute collective. Aujourd'hui, à Sisteron, rien ne rappelle ces événements. La fontaine ronde coule toujours paisiblement. La tour de l'horloge domine toujours la ville. Le passé a été effacé. La révolte a disparu de la mémoire collective. Il ne reste que des archives et le silence.